Mr. President, members of the Court, that concludes my brief introduction, and I would now request that you invite Maître Chikaya to the podium. Thank you. Je vous remercie et je donne à présent la parole à M. Jean-Charles Chikaya. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, c'est un grand honneur pour moi de me présenter devant votre cour au nom de la République de Guinée équatoriale pour vous exposer le développement des procédures pénales en France contre le vice-président de la Guinée équatoriale. Comme nous l'avons redouté, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le vice-président de la Guinée équatoriale au mépris total de son immunité en tant que haut représentant de cet État. Le tribunal correctionnel a également ordonné la confiscation de l'immeuble abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France, même si la Cour avait indiqué, je cite, que la France devait prendre toutes les mesures dont elle dispose pour que les locaux présentés comme abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris jouissent d'un traitement équivalent à celui requis par l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de manière à assurer leur inviolabilité. Fin de citation. Et tout cela, malgré le fait qu'à l'occasion des audiences concernant la demande en indication de mesures conservatoires de la Guinée équatoriale, la France avait assuré, pour s'opposer à la demande de la Guinée équatoriale, que le vice-président de la Guinée équatoriale ne serait pas jugé avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Avant d'aborder les motifs de ce jugement, permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler les circonstances des poursuites pénales en France contre le vice-président de la Guinée équatoriale, matérialisées par l'acte de poursuite qu'est sa mise en examen. La Guinée équatoriale a déjà exposé dans ce mémoire l'origine et le déroulement des poursuites pénales contre le vice-président. La Cour permettra donc qu'elle n'y revienne pas dans la présente procédure. Je rappellerai simplement que les poursuites pénales contre Théodoro Nguema Obiang Mangue ont débuté avec le mandat d'arrêt émis à son encontre le 13 juillet 2012 par les juges d'instruction français. Ce mandat d'arrêt a constitué un acte de poursuite à son encontre puisqu'il tendait à son arrestation. En effet, il faut rappeler que le mandat d'arrêt est prévu par l'article 122, alinéa 6 du Code de procédure pénale français, selon lequel, je cite, « Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue. » Fin de citation. Le mandat d'arrêt s'analyse donc comme un acte de poursuite, étant donné qu'il vise à faire arrêter une personne et à la faire comparaître devant le juge d'instruction, laquelle est l'autorité judiciaire chargée de la conduite des investigations relatives à un crime ou à un délit. Ce mandat d'arrêt a été suivi par une saisie pénale pratiquée le 19 juillet 2012 sur l'immeuble 42 avenue Foch à Paris, abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France. Ultérieurement, soit le 18 mars 2014, le vice-président de la Guinée équatoriale a fait l'objet d'une mise en examen. Sa mise en examen, qui constitue un acte de poursuite, s'est substituée au mandat d'arrêt du 13 juillet 2012, comme cela ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 septembre 2016. Cela atteste bien que le mandat d'arrêt émis le 13 juillet 2012 contre Théodoro Nguema Obiang Mangue a cessé. Chikaya, je m'excuse de vous interrompre, mais ce serait peut-être mieux si vous pourriez parler un petit peu plus lentement pour permettre aux traducteurs, aux interprètes de suivre. Merci, Monsieur le Président. Merci. Plutôt que de privilégier le temps, je préfère privilégier la compréhension. Alors, je vous en remercie.
Je disais donc, Monsieur le Président, sa mise en examen parlant de Théodore Obiang Mangué, qui constitue un acte de poursuite, s'est substitué au mandat d'arrêt du 13 juillet 2012, comme cela ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 septembre 2016. Cela atteste bien que le mandat d'arrêt émis le 13 juillet 2012 contre Théodore Obiang Mangué a cessé de produire ses effets au lendemain de sa mise en examen et que la poursuite à son encontre a alors été entièrement fondée sur cette mise en examen. Il convient de rappeler à cet égard que la mise en examen est en procédure pénale française et selon les dispositions de l'article 81, alinéa 1er du Code de procédure pénale, l'acte par lequel le juge d'instruction, qui est l'autorité chargée de l'information judiciaire, à la suite d'un déclenchement des poursuites par le procureur de la République, notifie à une personne qu'il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission des infractions dont il est saisi. Cette nature d'acte de poursuite est confirmée par le fait que, selon l'article 137 du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire et la détention provisoire ne peuvent être prononcés qu'à l'encontre des personnes ayant fait l'objet d'une mise en examen. Dans le même sens, seules les personnes qui ont été mises en examen peuvent être renvoyées devant la juridiction de jugement. La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le renvoi devant la juridiction de jugement d'une personne qui n'a pas été mise en examen n'est pas valable, de sorte que l'ordonnance de renvoi doit être annulée. La mise en examen prononcée le 18 mars 2014 contre le vice-président de la République de Guinée équatoriale a certes été fondée sur l'article 81 du Code de procédure pénale français, étant donné que son prononcé suppose que les juges d'instruction considéraient qu'il existait des indices graves et concordants contre M. Théodore Obiang Mangué relativement aux infractions dont ils étaient saisis. Mais cette mise en examen a été prononcée en exécution d'une demande d'entraide pénale internationale du 14 novembre 2013, émise aux fins de mise en examen de l'intéressé. Cette demande d'entraide pénale a été délivrée au visa de la Convention de Palerme et transmise aux autorités de Guinée équatoriale par une note verbale du 13 février 2014 émanant de l'ambassade de France en Guinée équatoriale. Celle-ci faisait expressément valoir que, je cite la note verbale, « En l'absence de convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la Guinée équatoriale, cette demande est formée sur la base de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, dite de Palerme », fin de citation. Cette note verbale fait foi particulièrement, étant donné qu'elle émane des autorités diplomatiques qui sont les seules habilitées à transmettre une demande d'entraide aux autorités de la Guinée équatoriale dès lors qu'il n'existe pas de convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et la Guinée équatoriale. Ce faisant, la France demandait à la Guinée équatoriale de s'acquitter de ses obligations d'entraide judiciaire au titre de la Convention de Palerme. Or, elle ne pouvait lui faire cette demande que parce qu'elle se situait elle-même dans le cadre de la Convention de Palerme, ce qui établit que la mise en examen de M. Théodore Obiang Mangué est intervenue sur le fondement d'une exécution de cette convention. Ce visa ne peut pas être compris comme requérant l'exécution d'une demande d'entraide indépendamment du champ d'application matériel
de la Convention de Palerme et des obligations d'incrimination qu'elle prévoit. Le fait que cette mise en examen soit intervenue en exécution de la demande d'entraide pénale internationale envoyée par les autorités judiciaires françaises aux autorités de Guinée équatoriale est constatée par les autorités judiciaires françaises. Par l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction du 5 septembre 2016, renvoyant M. Théodore Nguema Obiang Mangué devant le tribunal correctionnel, qui mentionne, en page 8, je cite, « Le 18 mars 2014, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide pénale internationale, au cours d'une audience tenue à Malabo, Guinée équatoriale, à laquelle les juges d'instruction ont assisté par le biais de la visioconférence, Théodoro Nguema Obiang Mangué a été mis en examen. » Fin de citation. Par le jugement du 27 octobre 2017, ayant condamné M. Théodoro Nguema Obiang Mangué, qui confirme en page 19 que la mise en examen de l'intéressé est intervenue en exécution de la demande d'entraide pénale internationale sur la base de la Convention de Palerme. Bien entendu, et encore une fois, le vice-président de la Guinée équatoriale avait refusé de répondre aux questions préparées et posées par les juges français par l'entremise des juges équato-guinéens, en rappelant que ses fonctions au sein de l'État de Guinée équatoriale lui conféraient une immunité juridictionnelle, civile et pénale absolue devant les juridictions étrangères en tant que haut représentant de l'État. Dès lors, a-t-il ajouté, que sa mise en examen ne peut être valablement notifiée sans violer cette règle de droit international touchant à l'ordre public international. Mais, déterminé à échapper à ses obligations internationales, en vertu de la Convention de Palerme, la France soutient que la Convention est simplement visée dans une demande d'entraide judiciaire, ce qui ne modifierait en rien le fondement juridique des poursuites, celles-ci ayant été engagées en vertu des textes de droit français. À ce raisonnement, permettez-moi, elliptique, la Guinée équatoriale répond « Si les poursuites sont bien fondées sur des textes d'incrimination du droit français, en revanche, la procédure suivie à partir de la mise en examen et l'ensemble des actes procéduraux ultérieurs qui en découlent doivent être considérés comme résultant de l'exécution de la demande d'entraide judiciaire sur la base de la Convention de Palerme. » Une question se pose alors. En mettant en examen le vice-président dans le cadre de la demande d'entraide pénale internationale émise, la justice française pouvait-elle en appliquer uniquement les stipulations relatives à l'entraide judiciaire, en ignorant les autres, dont celles sur le respect du principe de l'égalité souveraine des États soumis à l'appréciation de la Cour par la Guinée équatoriale? La réponse est assurément négative. En droit international, comme vous l'exposera dans un instant Sir Michael Wood, et aussi en droit interne, j'allais dire français, ainsi que je me propose de le faire, en m'appuyant sur l'état actuel de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, sur l'office du juge quant à l'application d'une convention d'entraide judiciaire, telle que rappelée par un arrêt en date du 15 janvier 2014. Par cet arrêt, la Chambre criminelle a jugé en effet qu'il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen et que les autorités judiciaires françaises qui appliquent une stipulation de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale doivent prendre en compte cette convention dans l'ensemble de ses stipulations, ce qui, en l'occurrence, imposait en l'espèce de tenir compte des réserves formulées par l'État requis. Dès lors, en prononçant la mise en examen du vice-président de la Guinée équatoriale, dans le cadre de la demande d'entraide pénale fondée sur la Convention de Palerme, la France était tenue d'en respecter toutes les stipulations. C'est donc à la suite des poursuites décrites plus haut que le vice-président de la Guinée équatoriale a été jugé, puis condamné
par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 27 octobre 2017. Je me propose, pour exposer les arguments de la défense du vice-président et les réponses du tribunal, de suivre le plan du tribunal dans ce jugement en page 10. La demande de renvoi et de sursis à statuer. Rappelant l'article 94 de la Charte des Nations Unies, selon lequel, je cite, « Chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est partie », fin de citation, la défense du vice-président de la Guinée équatoriale a demandé au tribunal de surseoir à statuer en attendant l'arrêt définitif de la Cour, actuellement saisie, de la question de la conformité ou non au droit international des poursuites exercées contre le vice-président de la Guinée équatoriale et celle relative au statut de l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris, objet d'une saisie pénale et susceptible de confiscation judiciaire. Sur ce dernier point, elle s'est appuyée sur l'article 132, 1, alinéa 3 du Code pénal, qui impose au juge de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées dans les limites fixées par la loi. Autrement dit, de statuer sur la peine avec toute la latitude prévue par la loi, pas au-delà, pas en deçà. Or, les limites fixées par la loi se trouvaient en l'état provisoirement restreintes du fait de l'ordonnance en indication de mesures conservatoires de la Cour prescrivant le sursis à l'exécution de toute mesure de confiscation visant l'immeuble du 42 avenue Foch. Mais le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que, d'une part, je cite, « la CIJ n'étant pas même susceptible d'être compétente pour connaître de l'immunité de M. Théodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la République de Guinée équatoriale, il n'y a pas lieu, selon le tribunal, de surseoir à statuer pour attendre la décision au fond de la Cour sur ce point. Et d'autre part, je cite le tribunal, en ce qui concerne la demande de la Guinée équatoriale relative à l'inviolabilité des locaux 42 avenue Foch, que la procédure pendante rend impossible, non pas le prononcé d'une peine de confiscation, mais l'exécution par l'État français d'une telle mesure. Fin de citation. Comme il ressort des pages 84 à 86 du jugement, le tribunal correctionnel a décidé de condamner le vice-président de la Guinée équatoriale en se fondant sur l'ordonnance en indication de mesures conservatoires, en faisant abstraction de son paragraphe 98, selon lequel, je cite, « La décision rendue en la présente procédure ne préjuge en rien la question de la compétence de la Cour pour connaître du fond de l'affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Elle laisse intact le droit des gouvernements de la Guinée équatoriale et de la France de faire valoir leurs moyens en ces matières. » L'immunité du vice-président. Promu par un décret présidentiel récent du 21 juin 2016, vice-président de la République, chargé de la défense nationale et de la sécurité de l'État, M. Théodoro Nguema Obiang Mangue a soulevé par ses avocats la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en ce qu'elle méconnaissait son immunité de juridiction personnelle attachée à ses nouvelles fonctions qui l'amènent à représenter son État et l'étranger et sur laquelle la justice française n'avait pas eu l'occasion de statuer. Pour rejeter cet argument, le tribunal a considéré qu'en l'espèce, la défense ne rapportait pas la preuve de l'effectivité des fonctions au portefeuille qui amènerait le vice-président à se déplacer à l'étranger pour représenter l'État. Puis, insinuant une nomination de circonstance, le tribunal ajoute que, je cite, « la nomination de M. Théodoro Nguema Obiang Mangue au poste de vice-président de la République de Guinée équatoriale est intervenue postérieurement à sa mise en examen et au réquisitoire définitif du parquet, donc à une date à laquelle le président de la République de Guinée équatoriale a nécessairement considéré que M. Théodoro Nguema Obiang Mangue, son fils,
serait en mesure d'exercer librement ses nouvelles attributions alors qu'il faisait l'objet de procédures pénales devant les juridictions françaises. Fin de citation. Sur la culpabilité, la défense du vice-président a produit devant le tribunal un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée, rendu le 12 juin 2017 par la Cour provinciale de Malabo. Cet arrêt a jugé que les infractions principales au délit de blanchiment, prétendument commises sur le territoire de la Guinée équatoriale, n'étaient pas constituées. Le tribunal a écarté ce jugement en considérant qu'il ne portait pas sur les mêmes faits. Il est pourtant incontestable que le jugement des infractions d'origine relevait de la seule compétence du juge pénal équato-guinéen en tant qu'il s'agissait d'infractions prétendument commises sur le territoire équato-guinéen au préjudice de l'État équato-guinéen et de personnes morales de droit équato-guinéen. Enfin, la défense du vice-président a également plaidé que, selon la Convention de Palerme, la lutte contre la délinquance transnationale ne peut se faire au détriment du principe de l'égalité souveraine des États et que la même Convention précise les conditions d'appréciation de l'infraction principale intégralement commise à l'étranger. Elle impose de déterminer si les faits susceptibles de caractériser les infractions d'origine constituent une infraction pénale en vertu du droit de l'État où il a été commis. Pour rejeter cet argument, le tribunal a jugé, je cite, « Sur la nature et la portée des engagements internationaux, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée n'est pas directement applicable en droit interne et ce tribunal n'est pas juge du respect par la France ou par la Guinée équatoriale de, je cite, ses engagements internationaux. » Fin des citations. On l'aura compris que le tribunal correctionnel de Paris ne soit pas juge du respect par la France de ses engagements internationaux est une position qu'on pourrait qualifier de juridiquement hérétique, puisque anachronique. En effet, en France, il est désormais acquis que le juge est compétent pour interpréter les traités internationaux et écarter à ce titre, dans l'exercice d'un contrôle dit de conventionnalité, l'application d'une loi contraire aux stipulations d'un traité, même antérieur. Quoi qu'il en soit, le tribunal a déclaré le vice-président de la Guinée équatoriale coupable des faits qui lui étaient reprochés. Sur la peine, pour entrer en voie de condamnation contre M. Théodoro Nguema Obiang Mangué, le tribunal déclare avoir pris en compte, en particulier, le préjudice causé au peuple de Guinée équatoriale. Ainsi, il l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de 3 ans avec sursis et au paiement d'une amende de 30 millions d'euros également avec sursis. À titre de peine complémentaire, le tribunal a ordonné la confiscation de l'ensemble des biens saisis, y compris de l'immeuble du 42 avenue Foch abritant l'ambassade de Guinée équatoriale en France. Il me faut insister sur cette peine de confiscation de l'immeuble du 42 avenue Foch parce qu'elle est résolument contraire à l'ordonnance de la Cour du 7 décembre 2016. Il faut en effet savoir que la confiscation est en droit pénal français une peine qui emporte en elle-même transfert de la propriété du bien qui en est l'objet au profit de l'État français. L'agent de la République française vous l'a bien dit hier, je cite, « Quand bien même elle deviendrait définitive, la mesure de confiscation emporterait uniquement la dévolution à l'État de la propriété de l'immeuble. » Fin de citation. Je laisse à la Cour le soin d'apprécier l'emploi de l'adverbe « uniquement » s'agissant du transfert du droit de propriété sur un immeuble. Le tribunal a d'ailleurs écrit en ce sens, je cite, « une peine de confiscation inéluctable qui ne trouvera sa pleine efficacité que dans un cadre législatif adapté à la restitution des avoirs illicites. » Sur ce point, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la Guinée équatoriale tient à vous faire savoir que le représentant du ministère public français non seulement ne s'est pas opposé à cette confiscation, mais l'a même requise, marquant ainsi son indifférence à l'égard de votre ordonnance du 7 décembre 2016,
Comme la Guinée équatoriale vous l'a déjà précisé dans ses observations du 31 juillet 2017, les membres du ministère public français font partie, selon les mêmes termes de la Cour européenne des droits de l'homme, d'un supérieur hiérarchique commun, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est membre du gouvernement et donc du pouvoir exécutif. Il incombe à ce titre au ministère public de veiller au respect des engagements internationaux de la France, ce qui implique bien sûr le respect de l'article 94 de la Charte des Nations Unies. Sa position relativement à cette confiscation engage donc le gouvernement français lui-même. L'agent de la République française vous a dit hier que cette peine de confiscation n'était pas contraire à votre ordonnance puisqu'il était sursis à son exécution du fait de l'appel dont elle fait l'objet. Mais cette précision ne remet pas en cause le constat selon lequel le jugement du 27 octobre 2017 a violé l'ordonnance de la Cour, puisque c'est l'appel du prévenu, comme le reconnaît la France, qui lui évite provisoirement de commettre une violation manifeste de votre ordonnance. La France n'a donc aucune part dans ce sursis à exécution purement lié à l'effet suspensif de l'appel interjeté par le prévenu. J'ajoute à titre indicatif seulement que le vice-président de la Guinée équatoriale a interjeté appel de ce jugement sans avoir été en mesure d'en connaître les motifs au moment de son appel, puisque le jugement n'a été communiqué aux parties qu'en février 2018, soit près de 5 mois après son prononcé. Pour terminer, relativement à l'immeuble du 42 avenue Foch, la France hier a fait état d'une lettre du président de la Guinée équatoriale du 19 janvier 2017 à son homologue français portant sur une proposition de règlement du différend dans le cadre de l'accord de protection réciproque des investissements pour en inférer hâtivement que c'était là une reconnaissance du caractère privé de cet immeuble. Il n'en est rien. Cette lettre visait à un règlement général du litige avec la France dans le cadre d'une procédure interétatique qui aurait pu avoir lieu nécessairement devant un tribunal arbitral ad hoc ou devant la Cour permanente d'arbitrage si les deux États avaient signé un compromis pour cela. Il n'est donc pas permis de l'interpréter autrement. Ainsi s'achève mon exposé sur le développement des procédures pénales en France contre le vice-président de la Guinée équatoriale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Monsieur le Président, puis-je vous demander très respectueusement de donner la parole à Sir Michael Wood. Chikaya.